Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 21e épisode de mes causeries au coin du web. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le management illégitime, la quête de l'exécutif. Alors, c'est un épisode oublié, peut-être même refoulé. Dans son histoire américaine, le management scientifique a connu un long épisode de disgrâce. Mais de quoi parle-t-on? De quel management? Illégitime comment? Illégitime pour qui? Tout commence en 1911 par un ban sénatorial. La pratique du management scientifique, tout particulièrement le chronométrage, est interdite sur les Navy Yards américains. L'affaire couvait de longue date. Le taylorisme se met en place sur la fin du XIXe siècle. Il fixe une population très souvent d'origine rurale dans l'espace de l'atelier. À la différence des travaux agricoles, l'usine est un espace-temps fixé, délimité, emplacé. On va au travail, sur un poste de travail, pour un temps déterminé et pour une séquence de gestes prépensés. La présence de l'ouvrier est contrôlée, ses gestes, leur durée et leur productivité également. De plus en plus, la lassitude gagne, les accidents se multiplient et la résistance s'organise. L'insatisfaction des ouvriers, également électeurs à la conscience politique de plus en plus développée, se manifeste à tous les niveaux de l'État fédéral américain jusqu'au Sénat. C'est donc là, juste avant la guerre, que débute une histoire complexe d'interdiction appliquée à l'un des espaces productifs les plus symboliques pour cette puissance bornée par deux océans, les Navy Yards. La séquence est connue. Taylor lui-même est convoqué par les sénateurs. Une commission, suivie par d'autres moments d'échange, est organisée. On s'interroge sur le fond et la forme. On demande des justifications. Sous-secrétaire d'État à la Navy entre 1913 et 1920, un certain Franklin Delano Roosevelt s'agace parfois de ces discussions, sans pouvoir faire grand-chose. Qu'importe. Le futur président des États-Unis fait connaissance avec de jeunes officiers, dont plusieurs seront les amiraux au cœur de son état-major lors de la Seconde Guerre mondiale. De multiples bans vont ainsi s'enchaîner, et c'est seulement en 1946, avec et après la Seconde Guerre mondiale, que la messe sera dite, les interdictions seront levées. Mais une autre histoire s'entremêle avec la précédente. À nouveau, c'est bien de la légitimité du management scientifique et même de sa légalité dont il s'agit. Le Brownlow Committee est mis en place par le président Franklin Delano Roosevelt en 1937. Il regroupe trois experts, dont vous voyez la photo sur votre écran, Louis Brownlow, Charles Merriam et Luther Gulick, personnage très connu en sciences de gestion, futur cofondateur de la prestigieuse revue académique administrative Science Quarterly. Ce comité est sous la présidence de Joseph Harris. Il s'agit de réfléchir à la réorganisation de l'exécutif de la démocratie américaine. Plus précisément, Roosevelt souhaite développer une véritable administration liée à la Maison-Blanche, au-delà d'une simple structure de secrétariat de plus en plus dépassée par le flux des informations et des décisions à prendre. Va résulter de ce processus la naissance de l'EOP, l'Executive Office of the President, acté notamment par le Reorganization Act, finalement voté par le Sénat en 1939. Les propositions finales sont très structurées par le fameux post-Corb de Gulick, l'acronyme préfayolien de Gulick, un canevas théorique dont l'ambition est de fonder le management administratif d'une organisation sur un certain nombre de principes susceptibles de lui donner cohérence et pertinence. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting et budgeting. À nouveau, les allers-retours avec le Sénat américain sont nombreux. Les élus
ont des doutes sur l'application de ces principes au cadre fédéral et public. Par ailleurs, ils redoutent une perte de pouvoir au fil de cette technicisation de l'appareil politique et ils redoutent également le développement d'un personnel dédié. Ils n'ont pas tort, comme en témoignent les deux graphiques que vous voyez sous les yeux et qui montrent l'explosion à venir du nombre d'employés et d'agences liées à l'EOP. Par bien des aspects, le management tel qu'on le connaît aujourd'hui aux États-Unis et dans notre monde global est le produit d'une lutte entre exécutif et législatif, Sénat et présidence, au moins autant qu'il a été légitimé et configuré par les cabinets de conseil, les business schools, les réseaux institutionnels du management ou les partenaires sociaux. Ce nouveau management que j'ai eu l'occasion de spécifier dans mon livre Apocalypse managérial, ainsi que dans un certain nombre d'articles publiés sur mon blog, trouve sa place lorsqu'il devient un élément évident de puissance. Puissance pour les managers, puissance pour l'exécutif américain, puissance pour le président, puissance pour l'empire américain. Cet événement est bien sûr poreux à d'autres discussions et événements. Des débats théoriques américains induits notamment par Barnard, Follett, Burnham, Drucker, Schumpeter. Des débats et des idées européennes. Fayol et d'autres théoriciens sont rapidement convoqués dans la discussion. Les débats sur les politiques économiques susceptibles de permettre une sortie de crise et leur modalité microéconomique, le taylorisme ne convainc plus de ce point de vue-là. Première et Seconde Guerre mondiale bornent cet événement à la fois relégitimation et reconfiguration du management. Si le management scientifique et administration étaient dissociés et de plus en plus polysémiques, la mobilisation industrielle est un grand moment d'intégration. Le management, incontesté et incontestable de nouveau, se fait plus digital au sens de représentationnel, premièrement, orienté radicalement flux, deuxièmement, et enraciné dans des projets innovants, troisièmement. Dans le monde plus immédiat des représentations managériales et de la digitalité interconnectée, il n'y a plus de durée supposée, plus de distance entre tête et atelier. Avec la soi-disant immédiateté de l'information et des représentations, une des grandes frontières des années pré-guerre s'estompe. La guerre va installer dans les corps, les gestes, les habitudes, ce nouveau management dont la présence immédiate du contremaître n'est plus nécessaire. Comment? Par le sacrifice, dans la douleur. 86 000 Américains meurent dans les usines entre 1941 et 1945, soit 25% des pertes militaires. 100 000 personnes ont des blessures handicapantes, un demi-million ont des blessures diverses, et les équivalents d'arrêt du travail concernent plus de 2 millions d'ouvriers. À titre de comparaison, 671 000 soldats ont été blessés au combat sur la même période. On encaisse pour son frère, son mari, son père, ses amis toujours au combat. Cela ne veut pas dire que l'on est prêt à tout accepter pour autant d'un point de vue salarial. C'est également le grand âge d'or des syndicats américains. Tout cela mène à une victoire dont on ne doute pas des moyens. Le management et ses modalités, plus patriotiques que jamais, ils sont devenus philosophiquement américains. Alors, si vous souhaitez retrouver le texte de cette analyse, vous pouvez le consulter sur mon blog Apocalypse managérial sous le titre Quand le management était illégitime aux États-Unis, de l'histoire d'un bras de fer entre Sénat et présidence. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre patience. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse devojani@dauphine.fr. Merci.